Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 5, on vous fait un double segment. Là. Certains vont dire assez vite à la fin de l'épisode que finalement c'était peut-être le même. Là, officiellement sur papier, c'est un au son de la cloche pour commencer, suivi d'un place au débat. On vient de compléter la discussion en off et je peux vous confirmer que le au son de la cloche risque d'avoir un peu de place au débat. Le Gab est en grande forme pour l'enregistrement, donc vous allez voir, je vais essayer de donner le côté un petit peu plus tu sais, objectif et Gab, tu iras de la subjectivité là, pour transformer Merci, ça. merci. Le spoiler est mis, la table est mise et je pense que ça fait une très bonne transition pour commencer l'épisode avec le disclaimer de justement que tu dois faire. Gab, que tu dois faire à la fois pour le fait qu'on va parler d'éléments qui se sont passés dans les marchés financiers, mais également sur peut-être le volet opinion qui va te concerner aujourd'hui. Ouais, tout ce qu'on parle, vous le savez, c'est la règle d'habitude, en tout cas dans le podcast, il s'agit que de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation de placement, bien évidemment. Là, on vous invite à vous faire votre propre opinion, puis à consulter un expert si jamais vous avez des questions par rapport à votre profil de placement personnel. Et comme tu l'as dit, JP, vous le savez, dans la plupart des sujets, le but, c'est pas d'être parfaitement, comment dire, Euh, je prétends pas, ni toi d'ailleurs, je le suppose, hein, là Mhm. je parle en mon nom et en ton nom, là, mais on prétend pas être omniscient et avoir évidemment réponse à toutes les questions que vous pouvez avoir. Hein, je souhaiterais peut-être un jour être comme ça, mais malheureusement, je fais une révélation, c'est pas le cas. Puis évidemment, le but est de pas critiquer, mais le but est vraiment de donner notre point de vue. Vous pouvez, c'est un point de vue qui est personnel, vous avez le droit de le partager ou non. Et si jamais vous avez des questions ou vous souhaitez débattre justement de cette opinion-là, bah vous le savez, il y a toujours les commentaires qui sont à votre disposition. Le but, c'est de faire un échange aussi. Puis si jamais vous n'êtes pas d'accord ou vous êtes d'accord au contraire, eh ben, ça nous fera plaisir de vous lire. Et si tel est le cas, si vous avez des plaintes aussi, vous pouvez aussi m'attaquer sur Twitter. Ça me fera encore plus plaisir de recevoir des trucs négatifs. Hein, vous le savez, moi c'est pas grave. Le but le plus important, c'est d'avoir un débat, puis d'échanger des opinions. Et je pense que JP, on est prêt du coup à lancer le jingle qui, je pense, sera pas mal attendu pour aujourd'hui. Effectivement, va être le haut son de la cloche, on le dit, là, donc je te confirme, Gab, que le montage va devoir inclure celui-ci. On ne va pas mettre deux places au débat, là, mais tu sais, je pense que le point à ajouter aussi là-dessus, c'est la trame au niveau des derniers épisodes était très axée sur l'actualité, puis je pense que c'est ça qui est beau, c'est qu'à chaque fois on a des prises de position. Je pense que Gab et moi, on n'est pas toujours d'accord, c'est le cas sur les positions pour aujourd'hui, donc je pense que c'est assez intéressant de voir l'approche, puis encore une fois d'en débattre de manière civilisée dans les commentaires ou encore une fois dans les adresses courriels que vous savez ou médias sociaux. Là, mais encore une fois, je pense que c'est pertinent. Liberté d'expression est importante et les sujets d'actualité le sont tout autant. Non, et puis ça a jamais été, on n'a jamais eu d'opinion négative, je préfère le préciser. On a souvent eu des commentaires très constructifs jusqu'à présent, et c'est ce que je trouve très cool avec le podcast, là, mais on en a eu quelques-uns justement sur des sujets, en tout cas qu'on va traiter. Je pense que du coup, on va lancer le jingle et je vais terminer. Absolument, absolument. Donc lançons le premier segment, le au son de la cloche. Parfait. Donc, bon, on l'a moussé, là, et comme on a mentionné également, sujet un peu qui est polarisant, sujet qui est d'actualité. On veut parler de ce qui s'est passé au niveau des crypto-monnaies, plus spécifiquement au niveau de FTX. C'est très dur de cacher ce qui s'est produit et l'effet, encore une fois, que ça a plus globalement sur la confiance envers les crypto-monnaies. Je pense, et Gab, tu pourras voir la manière dont tu présentes ton point, mais c'est sûr que les crypto-monnaies restent quelque chose qui a évolué énormément, reste tu sais, a été quand même accepté pour les plus grandes au niveau du secteur financier. Donc c'est sûr qu'il y a ça qui est à prendre en compte, mais FTX, la chute d'FTX, la faillite d'FTX et toute l'histoire qui l'entoure est quand même assez notoire. Donc je fais un petit sommaire rapide là, pour ceux qui le savent. FTX en fait nous a amené à connaître un peu plus Monsieur Sam Bankman-Fried ou SBF. Donc personnellement je ne le connaissais pas directement. Là, j'avoue que je connaissais de nom la compagnie comme la majorité des grandes cryptos, mais pas nécessairement l'histoire derrière. Donc, Monsieur SBF, officiellement, ce qui s'est produit plus globalement, et il y a eu quand même quelques enjeux. En fait,
selon les dires, il y a eu le fondateur de Binance, qui est plus connu sous le nom de ses initiales, qui est CZ, qui a vu une forme d'irrégularité au niveau de la structure de FTX, entre FTX en fait et Alameda Research, qui est également une espèce de branche d'investissement qui est la possession de Sam Bankman-Fried, par lequel les déposants dans FTX qui achetaient, encore une fois, le fameux FTT Coin, qui est la crypto-monnaie de FTX, ou bien qui déposaient pour acheter d'autres types de crypto là, sur la plateforme, ces liquidités-là étaient en partie, pas en totalité, mais en partie, étaient transférées vers Alameda Research, qui était gérée, la CEO était une femme, j'oublie son nom présentement, mais qui était, je crois, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je pense que c'était la petite amie de SBF. Et cette personne-là, au final, la stratégie d'investissement en grande partie des actifs pour Alameda Research découlait d'aller faire l'acquisition de FTT Coins également. Donc, il y avait un petit peu une hausse ou une espèce d'inflation de la valeur de la crypto, de cette crypto-là, de FTT Coin, par le fait que ben, les déposants, l'argent qui était dans les comptes des déposants était utilisé par Alameda Research pour réinvestir dans le FTT Coin. Donc, le fondateur de Binance a identifié ça. Le fondateur de Binance, qui d'ailleurs détenait beaucoup de FTT Coin, a mentionné publiquement. Encore une fois, il y a certains doutes qui peuvent être mentionnés sur ses intentions. Donc, le fait qu'il sorte publiquement sa volonté de liquider ses actifs en FTT Coin, ben, quel a été l'impact sur les marchés? Ben, quelqu'un d'aussi gros que CZ au niveau de le fondateur de Binance, c'est sûr que ça a un impact. D'autres personnes l'ont suivi, d'autres personnes ont voulu vendre. Et là, on s'est retrouvé avec le classique pour une compagnie comme FTX qui doit maintenant essayer de trouver une manière de redonner l'argent aux déposants, mais sans forcément l'avoir liquide et disponible, sachant que les réglementations au niveau des compagnies comme FTX, comme Binance, etc., ne sont pas les mêmes que les banques à charte, par exemple, qui ont par les accords de Bâle, entre autres, là, des obligations au niveau des liquidités à maintenir dans le but justement de couvrir ces genres de les sorties massives. Parce que si on est un client qui dépose dans une banque ou dans une entité comme FTX, on devrait être en mesure de pouvoir liquider nos capitaux, même si tout le monde le fait en même temps, comme ça a été le cas après l'annonce du fondateur de Binance. L'effet qu'il y a eu, et ça a coulé très très vite toute cette histoire-là, c'est que, bon, ben, presque le lendemain, je pense, SBF mentionnait qu'il avait contacté le fondateur de Binance dans le but de faire en sorte que ben, FTX tombe sous Binance, soit il y ait une fusion-acquisition qui soit faite pour sauver FTX. Finalement, CZ, le fondateur de Binance, n'est pas allé de main morte, a dit publiquement que ce n'était pas le cas. C'était pour essayer de sauver la capacité de FTX de pouvoir rembourser ses clients ou donner l'argent aux clients. Donc, tout a un peu flambé. En quelques jours, au final, FTX a dû faire faillite. Et c'est un petit peu là où le débat a été remis en question en disant, est-ce que ce que Sam Bankman-Fried a fait, est-ce que sa compagnie, au final, pouvait plus ressembler à une compagnie pyramidale, à un système de Ponzi, un peu, c'est des termes qui ont été utilisés, encore une fois, là, j'essaie de rester le plus objectif, mais ça a amené un peu le fait de dire, oui, l'industrie des crypto-monnaies fonctionne, et il y a des compagnies qui fonctionnent très bien et qui livrent la marchandise, qui, malgré le fait que les réglementations restent un petit peu arbitraires dans cette industrie-là, parce que des entités comme la SEC ont encore beaucoup à apprendre, à mon avis, sur les crypto-monnaies. Il y a des compagnies qui gèrent très bien et qui s'autorégulent de manière plutôt adéquate. Par contre, une compagnie qui a un branding aussi gros que FTX, au final, ne tenait pas à grand-chose lorsqu'on voit que le modèle d'affaires et la capacité du coin derrière la plateforme qui était en hausse, mais c'était en grande partie par un réinvestissement du capital liquide des investisseurs par l'entremise de Alameda Research. Donc, c'est un petit peu ça. SBF a fait des podcasts un peu après l'annonce de la faillite pour justement, oui, s'excuser publiquement, mais également pour lui-même ne pas forcément prendre une position très claire à savoir est-ce que même lui trouvait que le modèle d'affaires avait pas des défauts. Donc, il semble être quelqu'un de relativement, je vais dire, honnête là, sur le fait que, ben, je pense qu'il savait un petit peu qu'est-ce qu'il faisait. Euh, et le fait que, bon, le château de cartes est un petit peu tombé, c'est sûr que ça a amené un doute, comme toujours, dès qu'il y a des nouvelles de ce genre-là, et des pertes quand même d'actifs pour des investisseurs dans les crypto-monnaies, comme ça a été le cas avec FTX. Mais on se retrouve avec un doute plus global sur l'industrie des crypto-monnaies. C'est peut-être là-dessus, Gab, que tu vas pouvoir embarquer sur ton opinion. Là, mais pour summariser, comme vous l'avez vu, tout a vraiment découlé de quand même la prise de position de CZ et de Binance, qui a vraiment mis au jour un peu le stratagème ou la structure que FTX avait en place. Et c'est littéralement à cause de ça, à mon avis. C'était l'élément déclencheur
qui a entraîné tous les événements qu'on a connus maintenant avec une faillite de FTX et avec, on en parlera peut-être un petit peu plus tard aussi, là, mais des enjeux même sur maintenant que FTX a fait faillite, sur la capacité de sécuriser les actifs qui sont encore là alors qu'il y a eu un hack qui a eu lieu sur FTX après la faillite et que je crois qu'il y a eu, les chiffres sont pas encore sortis officiellement, mais quelques centaines de millions de dollars qui ont C'est été quand même perdus. quelques centaines, là, tu sais, c'est quand même Ben, encore une fois, c'est ça. plus quelques centaines de millions. Encore une fois, je garde la voie de l'objectivité, mais quelques centaines de millions qui ont probablement disparu justement des coffres qui restaient des investisseurs dans FTX. Donc, c'est une autre mauvaise nouvelle. Et encore une fois, c'est dur de voir où est-ce que ça va se terminer cette histoire-là. Encore une fois, moi, je pense souvent aux consommateurs et aux clients et aux investisseurs. C'est un petit peu triste de savoir que c'est une nouvelle occurrence comme Terra Nova l'avait été, là. On se retrouve avec un petit peu des enjeux sur la certitude. Et j'avoue que FTX, ça m'a surpris. Encore une fois, je ne connaissais pas beaucoup la compagnie, mais je connaissais très bien le branding qui poussait très fortement. Les commandites étaient énormes pour FTX. Entre autres, il y avait l'Arena, je pense, Ouais, c'est du ça. Miami Heat, exactement, qui maintenant va changer de nom dès maintenant. Il y avait aussi, je pense, dans le monde dans le monde du gaming, qui avait TSM, je pense qu'on appelle, qui est une organisation dans le gaming qui s'appelait TSM FTX, maintenant, qui, bien évidemment, n'aura pas le chèque de commandite complet. Donc, c'est quand même étonnant de voir ce branding-là et ça peut tomber comme ça peut être littéralement un feu de paille. C'est ce qui est un petit peu inquiétant pour le secteur financier, à mon avis. Puis, je sais que Gab, tu peux peut-être embarquer là-dessus. Là, encore une fois, j'ai fait un sommaire, j'essaie de mettre les faits le plus devant, là, mais je pense que Gab, tu peux essayer de décortiquer ça un petit peu avec la vie, peut-être plus subjectif qui peut découler de ça, là, pour Ouais. un financier comme toi. Ouais, bah merci. D'ailleurs, j'aime bien le financier ou pas vraiment. Tu sais, ça ferait très junior, là, mais... Le financier, d'ailleurs, avant que tu embarques dans la subjectivité, aurait pu être le nom initial du podcast. On avait hésité, mais la pâtisserie nous a fait abandonner le nom. Donc ça, c'est un petit coup Ah oui, d'œil c'est vrai. sur la réflexion C'est vrai, en c'est vrai, c'est bon, ça. On ne absolument vous l'a jamais dit, chers mai auditeurs, mais 2020. Le financier aurait été le nom du c'était podcast, mais les la pâtisserie... financiers. Moi, j'avais Ouais, pensé à les financiers avec un logo. absolument. Mais ça n'est pas passé C'était au conseil quand j'ai appris la signification française, parce qu'au Québec, ça ne veut absolument rien dire, cette pâtisserie-là. De- c'était Bref. le draft du logo était incroyable. Mais bref, c'était pour mettre un petit peu d'humour avant que Gab, tu entends. Bonne anecdote, vraiment bonne anecdote. Honnêtement, là, je me souvenais plus de cet aspect-là, mais excellent reminder. Mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est ce que tu disais, JP, en tout cas sur le cas FTX. C'est encore une histoire qui se répète. Parce qu'en fait, c'est toujours ça le problème avec ces plateformes de crypto. C'est que sur le papier, c'est révolutionnaire, c'est intéressant, etc. C'est des compagnies qui font plein de choses, etc. Mais dans les faits, à chaque fois, il y a un problème. Et c'est ça, moi je trouve, qui est terrible avec ces systèmes-là, c'est qu'il y a très peu de transparence. Évidemment, alors je tiens à corriger juste une chose. Tu as précisé que la SEC pouvait réguler quelque chose. Malheureusement, non, parce que là, on parle d'une compagnie privée qui opère aux Bahamas. Donc, c'est même pas de leur compétence, en fait. Par contre, c'est clair que pour la filiale qui se trouve aux États-Unis, qui s'appelle FTX US, qui est disponible en fait que pour les citoyens américains et les résidents américains, cette dernière, en fait, en effet, elle est entre guillemets régulée avec des normes, on va dire, beaucoup plus faibles que les banques, comme un système de transfert d'argent. Donc, elle ne possède pas les mêmes garanties qu'une banque à proprement parler. D'ailleurs, elle n'est pas assurée par la FDIC, qui est un peu le gendarme en fait des banques américaines, mais c'est aussi un système d'assurance de dépôt qui existe aux États-Unis. Ce système-là, d'ailleurs, il a été créé en fait après la crise dans la crise des années 30, en fait, quand toutes les banques ont commencé à faire faillite en fait après le Mardi Noir. Vous vous souvenez probablement de vos cours d'histoire, de toutes ces, vous voyez Wall Street qui était évidemment en ébullition parce que les cours s'effondraient, puis les banques faisaient faillite, le système monétaire était complètement écroulé. Et bien c'est un peu ce qui s'est passé en fait avec SCI. C'est un bank run assez habituel en fait. C'est quand l'effet en fait de CZ, comme tu l'as précisé. Malheureusement, je ne connais pas trop tous les détails de l'histoire. Je pense que tu les as mieux résumés que moi et je pense que tu les résumeras mieux que moi, JP. Euh, c'est un cas classique effectivement de bank run où tu as quelqu'un qui a inspiré la peur, qui a dit bon bah tu sais moi je n'ai plus confiance en cette compagnie là, j'ai l'impression qu'ils font du staking d'ailleurs parce que ça c'est la nouvelle mode dans ces plateformes là, c'est non seulement de faire
comment dire, une exchange de crypto, mais c'est aussi des services de financement et de prêt, un peu comme des banques alternatives, mais basées sur des crypto-monnaies. Et évidemment, ce système-là, à la différence des banques, c'est qu'elles ne sont pas régulées. Donc, les banques régulières, évidemment, elles ont une supervision hyper importante, puis elles sont backées en cas de problème par la banque centrale. On appelle ça le lender of last resort. Donc, prêteur de dernier recours, si jamais il y a une crise, on va dire, financière catastrophique, eh ben, la banque centrale est là, et puis il y a toujours la FDIC qui existe, qui va secourir les déposants avec la banque elle paye évidemment pour cette assurance-là, mais ça va sauver les déposants parce qu'au moins ils auront leur argent au goût du jour. Je me souviens plus des limites d'ailleurs au passant aux États-Unis. On part dans un peu plus de complexité. Mais malheureusement, c'est clair que c'est un secteur que j'ai l'impression à chaque année, il y a toujours une histoire. En 2019, j'avais entendu parler entendre parler de Quadriga CX. C'était une plateforme où pareil le fondateur avait disparu dans la nature, on ne sait pas trop comment. En Inde, il était mort, mais il y a des gens qui disent qu'il n'est pas mort, évidemment avec les clés privées contenant évidemment tout l'argent des déposants. Tu as eu évidemment, il y a eu quelques mois de ça, il y a eu le fameux histoire avec Celsius Network, qui était d'ailleurs, qui avait été acheté par un fonds de pension québécois aussi. Donc, c'était pareil, de l'argent perdu en fait, surtout pour les contribuables qui indirectement ont payé pour ça, pour un système de Ponzi en fait. Même chose, on va dire, du côté là de FTX, parce que FTX, oublions pas, et ça a été financé, c'est pas en bourse, mais ça a été financé par des investisseurs privés très connus, notamment, je pense le plus connu, c'est Tom Brady et Gisele Bündchen, hein, qui d'ailleurs se sont séparés. Hein. Ça, on ne fera pas les potins des médias, là, mais se sont séparés. Est-ce que c'est à cause de ça? Je ne sais pas, j'espère pas, mais en tout cas, il semblerait que, comment dire, que ils aient perdu de l'argent là-dedans, notamment aussi des fonds de pension, je pense notamment à Teachers, qui est un fonds de pension canadien, qui est le fonds de pension des teachers, donc des professeurs, enseignants, ouais. des enseignants, pardon, putain, j'avais pas, pardon du jargon là, mais je trouvais pas le nom de la province de l'Ontario, qui est un très gros fonds de pension canadien. Je sais qu'il y a aussi les Temasek Holdings, qui est un très gros fonds de pension de Singapour, qui a perdu de l'argent aussi dans l'opération. Aussi d'autres fonds de venture capital, je crois que c'était Sequoia qui avait dû avoir de l'argent là-dedans. Bref, tout le monde a perdu en fait des sous évidemment parce qu'il y avait un secret complet sur les opérations de cette entreprise-là. Et il semblerait, j'ai l'impression qu'il y a un déficit en fait dans cette industrie-là de connaissance exacte du business model. J'ai l'impression que c'est très compliqué d'effectuer d'avoir un due diligence complet, de savoir exactement qu'est-ce que cette compagnie fait, comment ils opèrent, c'est quoi les filiales et la structure juridique qui m'a l'air très complexe. Et c'est malheureux, mais j'ai l'impression que ce genre de mauvais exemples s'accumule et en fait ne fait que donner de mauvaises opinions en fait du grands investisseurs et puis des gens mainstream sur la technologie blockchain. Alors que pourtant on l'a dit des mondes et maintes fois, et c'est pour ça que les gens, je veux pas que vous me critiquiez, je trouve ça une technologie hyper intéressante. Mais le problème c'est que dans les faits, à chaque fois, il y a des histoires. On n'a pas entendu parler, évidemment, de plein de Ponzi qui étaient avec ça. Exemple, BitConnect, c'était un meilleur exemple. Mais le mime était très drôle, par exemple. Mais t'as des gens qui ont perdu des dizaines de milliers de dollars dans ce scam, en fait. Donc, c'est triste, quoi. C'est juste triste et c'est malheureux pour les gens qui ont déposé leur argent là-dessus, sur ce site-là, qu'ils verront plus la couleur, parce qu'on a très peu de garanties qu'ils verront la couleur de leur argent. Même chose pour le fameux Celsius Networks, même chose pour le Terra Luna, on se souvient, pareil, ça a été un autre truc. Oui, Terra Luna, j'ai dit Terra Nova, je pense tout à l'heure, Terra Luna, effectivement. C'est ça, le Terra Luna. On a eu comment dire, j'ai l'impression que le Soleana, c'est pareil, c'est en train de cracher. Le Tether, on n'a pas aucune garantie sur la fameuse PEG qui sont censés garantir. Tu vois, ça pose beaucoup de questions, je trouve. Et puis, on l'a déjà dit, la régulation ne sert à rien dans ce secteur-là parce que c'est tellement dérégulé que j'ai l'impression que c'est très compliqué. Donc,
c'est quoi les prochaines étapes? J'ai encore un peu du mal à savoir moi-même parce que je connais très mal cette industrie, vous le savez. Mais à chaque fois, malheureusement, ça fait de la tâche, si tu veux, sur la réputation de ce secteur-là qui pourtant a un potentiel énorme. Ben exact. Puis tu sais, je pense le constat, bon, ça reste pas parfait. Moi, je vais donner mon avis un peu pour contrecarrer ce que tu mentionnais, Gab. Je vais quitter un peu le monde de l'objectivité, là. Je pense que j'avais fait un peu le même genre de mention. Je continue à croire, puis je l'ai saupoudré un petit peu dans ma présentation initiale, là. Je pense que des cas comme FTX, il y en a plusieurs. Des grosses compagnies qui ont un branding, mais que ce qu'ils font en arrière n'est pas réellement bien. On s'entend ce que SBF faisait. Il y a plusieurs autres qui le font. Plusieurs autres fondateurs dans une compagnie privée qui en plus sont sur leur côté une firme d'investissement qui, bon, utilisent X, Y, Z les fonds. À mon avis, ça existe un peu partout. Il y a d'autres cas. Ma vision reste un peu la même, que je continue à croire que des crypto-monnaies comme le Bitcoin, malgré le fait qu'ils sont encore extrêmement impactés par ce genre de fluctuations-là et d'événements significatifs dans le marché des crypto-monnaies, et ça ne changera pas tout de suite, mais je pense que c'est une crypto-monnaie qui a été suffisamment acceptée, tu le mentionnais, par le grand investisseur, les investisseurs institutionnels, là, pas nécessairement en termes d'investissement directement dans les crypto-monnaies, mais de solutions dérivées qui se basent sur les crypto-monnaies. Il y a quand même, à mon avis, une stabilisation qui peut se faire sur les cours de ce genre de devises-là, tout comme l'Ethereum d'ailleurs, grâce au fait que c'était très rapidement en place. Ça a fait ses preuves tout de même. Oui, les cours bougent beaucoup, mais ça reste une solution qui est acceptée et qui est utilisée par les grands investisseurs. À mon avis, tant que les banques investissent là-dedans, c'est quelque chose qui va rester, à mon avis, qui va avoir beaucoup moins de fluctuations et donc qui va être un petit peu plus euh, je n'irai pas jusqu'à dire sécuritaire, mais je vais dire, faute d'un meilleur mot, là, mais pour les petits investisseurs ou pour les personnes qui s'intéressent aux cryptos ou qui investissent vraiment à fond là-dedans, là, chacun pour soi. Euh, mais je pense qu'il y a quand même cette logique-là. Je suis d'accord qu'il y a un peu entre guillemets, des pommes pourries en termes de compagnies qui existent dans le monde des crypto-monnaies. Je pense que c'est ce genre de fate-là comme FTX et d'enjeux subséquents avec en plus des problèmes au niveau de la sécurité des fonds qui restent après la faillite qui va faire en sorte que d'autres compagnies vont tomber. À mon avis, c'est ceux qui investissent là-dedans et ceux qui ont de l'intérêt, ceux qui veulent investir là-dedans, soyez rationnels. Et à mon avis, la meilleure trame, c'est de regarder qu'est-ce qui se fait déjà, qu'est-ce qui se fait depuis longtemps, quelles crypto-monnaies ont fait leurs preuves, quelles compagnies qui détiennent et qui permettent de trancher des crypto-monnaies ont fait leurs preuves également. Et à ce moment-là, de se baser là-dessus pour la suite. Je continue à croire dans ma position qui est plus tempérée que la tienne, que les crypto-monnaies ont une position quand même dans la diversification des instruments financiers pour les décennies à venir. Je pense que la technologie est très bonne, mais je pense bien évidemment que, un peu comme des personnes qui font des transactions sur des pink sheets ou des penny stocks là, qui valent absolument rien, je pense que c'est un petit peu la même chose. Il faut faire attention aux cryptos dans lesquels on investit et il faut être rationnel encore une fois. Il y a beaucoup de risques. Les risques peuvent être amplifiés là, au niveau de ce secteur d'actifs financiers-là présentement. Sachez-le, soyez conscients, soyez prêts avec les gains et les risques que vous pouvez faire. Et ceux qui veulent diversifier et investir, regardez vers des solutions qui se basent sur les cours des crypto-monnaies ou bien intéressez-vous à ceux qui font le plus de sens en termes de stabilité et de fait d'avoir été prouvés. Mon avis reste, et je suis moi-même pas du tout investi dans le moindre sou dans quelque chose qui est dérivé ou lié aux crypto-monnaies. C'est quelque chose d'avis personnel, mais je tiens quand même à tempérer qu'il y a une technologie derrière qui fonctionne. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que des événements significatifs comme la chute de FTX, etc., Terra Luna et compagnie entraîneraient vraiment un effet significatif sur l'ensemble de l'industrie. C'est vraiment la seule crainte que j'ai de voir est-ce qu'à un certain point ça pourrait tout faire tomber. Peut-être. Il n'y a pas encore de preuve que c'est assez solide et on le voit avec les fluctuations. Mais je pense qu'il y a quand même une position pour que les cryptos tiennent, en espérant juste que justement les cryptos qui fonctionnent bien ne soient pas amenés vers le bas par celles qui fonctionnent absolument pas et les compagnies de trading qui ne font aucun sens comme c'était le cas pour FTX. C'est un petit peu ma position. Il y a un risque, mais je trouve que le blockchain reste une trop belle technologie pour ne pas être exploité d'une manière intéressante en finance comme ça l'a déjà été au niveau des crypto-monnaies. Mais à prendre avec les risques et avec beaucoup de grains de sel présentement avec le genre de raz-de-marée qu'FTX a entraîné. Ton point de vue, JP, est c'est vrai, très, on va dire, modéré, et je le respecte, c'est clair, mais
j'ai peur malheureusement que ce schéma-là se répète en fait. C'est Il malheureux, mais existe ailleurs, c'est ça. Il existe déjà ailleurs, ça c'est certain. Il y a d'autres compagnies qui vont tomber sur le même phénomène parce que plusieurs personnes vont voir la trame qu'il y avait pour FTX et commencer à lire qu'est-ce qui se passe dans d'autres compagnies. Ça, tu sais, CZ de Binance, il était pas un magicien, là. Il a quand même lu quelque chose qui pouvait être accessible et disponible à après, vraiment n'importe qui. C'est juste ça. Il va y avoir d'autres compagnies qui vont tomber. Espérons que les crypto-monnaies at large ne vont pas être affectées. Ou espérons seulement que les crypto-monnaies qui tiennent ne vont pas avoir des cours maintenant qui vont devenir ridicules à cause de ce genre de chute-là. C'est vraiment ça. Pour les actifs des personnes qui sont dans le Bitcoin et dans l'Ethereum, espérons juste que les cours ne baissent pas. À mon avis, ces crypto-monnaies-là maintiennent une pertinence. Mais c'est juste que les cours ne vaut absolument plus rien par rapport à v'là un an, ça reste triste. C'est un petit peu je, ça. Mais je suis d'accord, c'est vrai sur le principe. C'est vrai que d'ailleurs, c'est là où j'ai plus de mal, tu vois, avec les autres coins, on va dire, qui sont peut-être un peu moins utilisés. C'est clair que les plus grosses, comme le Bitcoin, le Litecoin, Ether, etc., ou Tether, sont quand même assez utilisées. C'est vrai qu'il y en a certaines qui sont beaucoup plus mineures, tu vois, ou en termes de volume ou de market cap, je sais pas si on peut appeler ça réellement comme ça, sont beaucoup plus importantes. Bah, c'est clair que je privilégierais évidemment celles qui sont les plus importantes, les plus stables, celles qui ont fait leurs preuves. Je pense que Ether, par exemple, a démontré quand même que c'est un projet actif, tu veux, où tu as quand même des changements qui ont été faits. D'ailleurs, le fameux merge qui a été fait il y a quelques mois, là, mais on n'en a pas parlé parce que moi, j'y connais rien, encore une fois, mais c'est clair que j'ai peur que ce scénario-là se répète dans une bourse encore plus importante. On sait qu'il y en a encore des très grosses. Tu as mentionné Binance, hein, qui est une des plus grosses, mais c'est pas il y en a d'autres. Hein. Il y a Coinbase, qui est évidemment une des plus connues. Tu as évidemment Bitstamp, tu as Kraken aussi, qui sont d'autres bourses et plateformes d'échange. Euh, Peut-être mon point où je vais être plus positif pour être un peu là-dessus, c'est quand même les autres ne font pas font beaucoup moins de types de produits différents. C'est vrai qu'FTX commençait à faire, tu l'as dit, du staking, des différents produits, par exemple avec du levier, des futures, par exemple sur des crypto-monnaies. Puis s'engager donc du coup dans des pratiques de market making très intenses. Oui, du market making, tu peux en faire évidemment sur. D'ailleurs, Coinbase, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils font du market making pour faire de l'argent, hein, tout simplement. C'est-à-dire, pour les initiés, on va dire, parce que là, c'est vrai que j'ai utilisé un terme un peu plus complexe, là, mais le market making, n'oublions pas, c'est faire du marché. Donc, c'est-à-dire, c'est vendre à un prix, comment dire, limite plus élevé et acheter à un prix plus faible. Donc, si tu veux, les gens qui achètent, passent un ordre au marché, eh ben, ils payent ce spread. Et ce spread-là, c'est la commission, on va dire, pour fournir de la liquidité que reçoit du coup la plateforme ou le mainteneur de marché. Donc ça permet de créer de la liquidité dans les marchés. D'ailleurs, c'est utilisé dans la plupart des places boursières, évidemment, le market making. Exemple le plus courant, c'est le Nasdaq, parce que c'est un marché de market maker, tu vois. Euh, mais ça me pose toujours la même question, c'est-à-dire est-ce que c'est assez stable, etc. J'ai l'impression que celles qui sont en bourse sont un peu plus stables parce que tu as quand même la vigie, on va dire, aussi du régulateur aussi qui est importante. Puis tu as la vigie aussi des investisseurs aussi qui se posent. Mais tu vois, il y a quand même la plupart des titres crypto aussi ont été punis à la bourse conventionnelle aussi, puisque par exemple Coinbase a perdu plus de 75% depuis son IPO, ça vaut plus rien. La- on s'inquiète par exemple pour des groupes comme SoFi aussi, qui font aussi des activités liées à la crypto. J'ai l'impression quand même que ces derniers sont beaucoup plus font juste des activités de courtage, donc peut-être sont un peu moins exposés. Donc c'est-à-dire que juste tu peux acheter et vendre des cryptos, un peu comme un espèce de wallet. Donc ça rendu là, c'est peut-être un peu moins, mais c'est des business un peu moins complexes, donc why not? Mais c'est clair que s'il pouvait y avoir un risque évidemment important dessus, bah, c'est clair que ça affecterait aussi les clients de détail des autres produits, donc il faudrait faire évidemment attention. Si je peux donner un dernier conseil, puis je pense que là, rendu là, après ça on pourra parce que je pense qu'on a pas mal fait le tour là, mais on pourra rendre l'antenne pour ce segment-là. Mon conseil serait évidemment de stocker vos crypto-monnaies sur des portefeuilles sécurisés, notamment là, vous savez, des fameuses clés USB là, qu'on peut acheter sur le net. Donc, ce sont des wallets physiques, donc des hardware. Je sais plus c'est quoi la marque là, qui les vend, là, mais c'est clair que Ledger, hein, c'est ça, je les ai retrouvés.
C'est clair que c'est plus sécurisé et c'est clair qu'au moins vous n'avez pas à baser ton argent sur un intermédiaire tiers et tu peux stocker évidemment toutes tes crypto-monnaies, c'est ça, sur une petite clé USB sécurisée. Donc c'est peut-être la meilleure façon, à mon avis, pour moi, de stocker des crypto-monnaies à l'heure où on se parle. C'est pas infaillible, hein, puisque d'ailleurs ça peut prendre feu, par exemple, ce truc-là. Là, mais c'est à mon avis, c'est la meilleure façon parce qu'au moins tu contrôles réellement tes données et ta blockchain en fait à toi là. Encore une fois, corrigez-moi si j'ai pas dit les bons termes, puis j'espère en tout cas de ne pas avoir dit trop de bêtises, en tout cas dans le segment là, mais je sais pas si JP t'avais d'autres choses à rajouter. Non, mais je pense que ça fait le tour. Encore une fois, on voulait en parler dans le podcast, malgré le fait que ça reste un sujet chaud et très polarisant, mais je pense qu'on ne pouvait pas passer à côté. Puis c'est important de rappeler, je pense, ce genre d'événement-là, parce que ça reste une industrie des actifs financiers qui est très jeune. Et encore une fois, c'est dans ces moments-là où tout peut faire en sorte que ça continue ou que ça croule. Donc c'est un petit peu le point. Mais continuez à faire votre opinion et surtout continuez à lire pour bâtir votre opinion là-dessus. Je pense que c'est l'essentiel dans ce genre d'industrie-là naissante, du moins au niveau des marchés financiers. C'était la même chose pour tout type d'actifs dans le passé lorsqu'on n'était même pas né. Mais passons maintenant à notre deuxième segment, qui peut être d'ailleurs beaucoup plus court, vu que le centre était beaucoup sur FTX. Mais on vous conclut avec un place au débat. Parfait. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça plus court également? C'est qu'on vous a introduit le point de débat qu'on veut parler aujourd'hui, mais on ne pouvait pas passer à côté d'en rediscuter, sachant que les résultats ont été plutôt surprenants. Je vais le dire moi-même, là, mais on veut revenir très brièvement sur les résultats des élections de midterm, demi-mandat américaines. On ne veut pas encore une fois remettre la table et tout. Là, on a fait un podcast là, quelques semaines là-dessus qui était relativement bien détaillé, mais en fait, c'est que même, je pense, la trame de notre podcast montrait qu'on s'attendait globalement à ce que les républicains aient peut-être pas la vague rouge officielle, mais on s'attendait à ce que, comme la tendance le veut souvent, ben le gouvernement qui est en place au mi-mandat ben, s'en prenne un petit peu, perde la Chambre des représentants et peut-être le Sénat, et se retrouve là avec, encore une fois, des bâtons dans les roues pour les 2 dernières années avant les élections générales. Ça n'a pas été le cas, et c'est un petit peu ça la surprise. On se retrouve présentement avec un Sénat qui est avec un gain actuellement pour les démocrates. On parle de 50 à 49. Il y a toujours la Géorgie qui est dans le concept de runoff, donc aucun des deux candidats qu'il y avait. Il y en avait un autre également qui était, je crois, un indépendant. Bref, là, mais les deux principaux pour le Parti démocrate et le Parti républicain n'ont pas eu 50% des votes, donc le runoff est requis. Je pense que c'est 2, 3 semaines, mais ça, peut-être, Gab, ton information, tu me corrigeras si jamais tu as l'info. Et la Chambre des représentants, c'était 17 gains pour les républicains contre 5 gains pour les démocrates. On se retrouve présentement à 214 pour les républicains contre 204 pour les démocrates, la majorité étant à 218. Donc la Chambre des représentants s'enligne pour avoir une faible majorité républicaine. Donc la Chambre revirait, donc elle était démocrate avant les élections. Et le Sénat resterait identique au final sous le contrôle des démocrates. Ce qui est intéressant par contre, c'était que il n'y a pas si longtemps, c'était un 50-50 avec le vote qui faisait la différence, qui était à la vice-présidente Kamala Harris. C'est possible, si les démocrates remportent la course au Sénat de la Géorgie, ça serait officiellement un 51-49, donc une majorité, entre guillemets, réelle et... Absolu, ouais. Absolument, exactement. J'allais dire honnête, mais ce n'est pas le concept que le vice-président, peu importe son parti, a droit de voter dans un cas d'égalité. Mais ça montre quand même un peu la logique. C'est bon, on se retrouve avec une trame beaucoup plus favorable pour que Biden puisse amener justement le Parti démocrate vers les élections générales. Également, la trame en dehors de ça, c'est énormément de vent dans le visage de M. Donald Trump, parce que plusieurs de ses candidats qui l'appuyaient fortement, dont le Dr. Oz, pour le poste de sénateur en Pennsylvanie, a perdu contre M. Fetterman pour les démocrates. Et beaucoup de vent dans le dos pour le gouverneur de la Floride, M. DeSantis, qui est probablement l'opposant principal au fait d'avoir Trump sur le biais républicain. Là. Donc, le constat est simple, puis je sais que Gab, tu pourras faire un petit point. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en mentionner plus. Plusieurs auditeurs qui s'y intéressaient après notre épisode initial l'ont probablement suivi, où on regarde un petit peu les résultats qui ne sont pas officiels, parce que qui dit États-Unis dit ça prend toujours une éternité pour certains États de compléter le dépouillement des votes. Mais on se retrouve avec une Chambre des représentants qui était attendue à être perdue, avec un raz-de-marée à être une faible majorité républicaine, et un Sénat qui reste inchangé, même amélioré sous l'état actuel pour les démocrates, ce qui concrètement est vraiment très étonnant. Et
plutôt de bon augure pour Biden, sans parler encore une fois de qui sera sur le billet démocrate et républicain lors des élections générales. Je pense que c'est quand même une meilleure position que ça l'a rarement été pour un gouvernement démocrate dans une fin d'un 4 ans d'élection dans des périodes similaires. Là. Encore une fois, le changement de mi-mandat n'a pas eu lieu autant qu'on aurait pu s'attendre et autant que historiquement ça le montrait. Là. Ouais, bah j'ai l'impression qu'en plus il y a un changement clairement en termes de méthode de dépouillement qui fait que c'est un peu long d'avoir les résultats complets. On aimerait, chers auditeurs, vous donner exactement qui a gagné la House, mais à l'heure où on se parle, on ne le sait pas. On a très clairement, évidemment, on a la probabilité très forte pour que les républicains reprennent le contrôle de la Chambre des représentants, puisque à l'heure où on enregistre le podcast, ils ont 214 sièges. Et rappelons-le, il faut avoir 218 sièges pour avoir la majorité, en fait, du nombre de sièges. Et les démocrates sont à 204. Je dirais qu'il y a à peu près 50-50 en termes des sièges restants là, qui devraient revenir aux deux partis, là, mais les républicains ont quand même pas mal d'avantages, on va dire, aussi dans les comtés ruraux. Oublions pas que certains États en fait utilisent non seulement les fameux mail-in ballots, là, vous avez entendu parler probablement il y a 2 ans pendant qui ont tant fait polémique côté républicain, là, qui sont le vote par anticipation ou le vote par courrier, en fait, qui est déjà assez couru, donc le vote par correspondance, pour avoir le terme franco-français. Mais donc du coup ça ralentit évidemment le rythme évidemment, de dépouillement, et c'est vrai que du coup on attend énormément, notamment en Arizona. On sait que ça a été un vrai capharnaüm, hein, parce qu'il y a des machines à vote qui ne fonctionnaient pas, mais qui finalement en fait le bulletin a été comptabilisé quand même papier, donc quand même tout a été vérifié évidemment. Et quand les républicains d'ailleurs, je trouve ça très ironique là, mais ils disent ah oui c'est rigged, c'est truqué évidemment, les résultats sont faussés. Il y a toujours un superviseur démocrate et républicain dans le centre de dépouillement qui vérifie exactement ce qui se passe. Tout est conçu, si tu veux, pour que l'élection soit la plus intègre. Et ce qui est très ironique, j'écoutais CNN l'autre jour, mais le type qui supervisait justement les élections dans le comté en Arizona où il y a eu beaucoup de temps, en fait le comté de Phoenix, Maricopa, disait qu'il était républicain lui-même. Donc il disait comment j'aurais un intérêt à pénaliser mon propre parti. La démocratie, c'est la démocratie. On essaie d'avoir le processus peut-être un peu plus long, mais le plus intègre possible, tu vois. Donc c'est assez ironique de voir ça, là, mais donc on a encore des résultats qu'on va attendre. Je pense que l'Alaska va attendre énormément parce que les bulletins doivent venir de plein d'endroits directement dans l'Alaska, qui est en tout cas le plus grand État en taille, je crois, des États-Unis. Donc évidemment, ça prend du temps. Oui. Mais au moins, si ce n'est pas le plus grand en termes de densité de population, on sait que c'est relativement éparse. Mais le non, problème... c'est vrai que c'est très Anchorage et alentour. C'est vrai que c'est un petit peu comme le Canada à cause du contexte toundra du nord de l'Alaska. Et oublions pas, parce que c'est ça qui est drôle, l'Alaska a 2 sénateurs, mais n'a qu'un seul représentant à la Chambre des représentants. Donc, comme ce sont des petits États, ils sont plus favorisés en fait du côté du Sénat, tu vois. Même exemple, par exemple pour le Wyoming, les Dakota, l'Idaho, je crois que c'est comme ça aussi, ou le Montana, qui sont des États, on va dire, avec très peu de population, donc vous pouvez regarder sur Google, taper Montana, vous n'allez pas voir grande ville, hein. Je pense que la plus grande ville, c'est dans le Montana, tu vois, je sais plus, là, c'est peut-être Fairbanks, je sais plus c'est quoi le nom de la ville, là, mais bref, c'est pas gros, là, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que dans cette logique-là, en Alaska, eux, ils ont un système de vote avec des rankings. Donc, tant que tu n'as pas tous les votes, tu peux pas terminer les ranks. Et les ranks seront dévoilés, je crois, le 27, tu vois. Donc, ça prend énormément de temps à juste savoir c'est quoi le rang. Et ça autorise, en fait, à ce que tu aies plusieurs candidats républicains sur le même ticket, tu vois. Donc, c'est assez compliqué. Même chose dans le Maine, je crois que c'est la même chose avec justement avec ce système de ranking qui existe, même si je crois qu'il faut un seul candidat par parti. La Géorgie, évidemment, qui est un classique, parce que leur constitution dit qu'il faut que le vainqueur au Sénat ait au moins 50%, donc dès que tu as un indépendant, c'est fini, il faut que tu aies un run-off élection, donc la probabilité de gain, en fait, c'est réellement les gens qui veulent réellement se déplacer le jour du 4 décembre, parce que c'est ce jour-là qu'aura lieu l'élection, en tout cas, donc c'est le
troisième mardi suivant l'élection midterm. Donc ce qui va dépendre en fait, c'est réellement est-ce que les gens vont se déplacer pour voter en fait, c'est beaucoup plus ça. Et même chose, tu vois, tu as des comtés, par exemple encore comme on l'a dit dans le Midwest en fait, qui sont beaucoup plus difficiles à dépouiller. Donc en Californie aussi, étonnamment, dans les régions rurales. Donc on va voir. Normalement, je pense que les républicains devraient avoir quand même la majorité, en tout cas dans la House. Le Sénat, on le sait, il va passer à démocrate. Donc ça va être intéressant de voir, comme tu l'as dit, JP, ça va être quoi les implications. J'ai l'impression que le grand perdant en fait de l'opération, c'est Trump, parce que même la veille de l'élection où il avait dit, et il était censé faire d'ailleurs aussi cette semaine aussi En fait, il voulait profiter de si à la fois la Chambre des représentants et le Sénat viraient républicain, ce qui n'est pas le cas. Donc les démocrates, on l'a dit, maintiennent le Sénat, là, les républicains prennent la Chambre. Il voulait profiter de ça pour officiellement mentionner qu'il faisait campagne pour l'investiture républicaine et profiter au final des 2 années qui s'en venaient pour aller à fond et prendre de l'avance par rapport à M. DeSantis. En fait, certains voyaient le fait que Trump profite de ça et commence très tôt sa campagne comme étant le fait qu'il voit vraiment DeSantis comme étant un opposant de taille pour l'investiture républicaine. Je pense que les résultats des mi-mandats, le fait que Trump n'a pas encore rien fait, au final, c'était supposé déjà être réglé, mais il n'a pas annoncé sa candidature officielle. Et la performance énorme pour le poste de gouverneur en Floride de M. DeSantis aux midterms montre très bien ce qui est apparent, le fait que DeSantis va avoir énormément de force pour l'investiture républicaine. On verra où est-ce qu'on en est. On fera un épisode lorsqu'on sera rendu là dans les prochaines années. On projette déjà, là, mais je pense que c'était quand même assez intéressant. On pouvait pas passer à côté de ce sujet-là pour vraiment juste vous faire un petit topo. Gab, je sais que tu as peut-être un dernier point rapidement là, pour conclure. Non, non, c'est ça, c'est comme tu l'as dit, ça va être intéressant de savoir évidemment. Est-ce que DeSantis confirme évidemment sa bonne lancée dans la campagne? Moi, je pense que oui, honnêtement. C'est clair qu'il a gagné énormément de points dans cette campagne d'être élu aussi facilement dans Floride, avec ces torrents, on va dire, anti-woke qui ont plutôt bien marché. En fait, j'ai l'impression, auprès de l'électorat floridien, qui est quand même assez conservateur, quand même. Malgré que c'est un État assez multiculturel, mais bon, vous savez, avec les réfugiés cubains qui sont souvent anticommunistes aussi, souvent c'est un électorat, on va dire, assez qui penche souvent républicain en fait. C'est assez intéressant en fait de voir qu'est-ce qui va se passer du côté de Trump. Est-ce qu'il va pas y avoir un nouveau parti politique aux États-Unis? Parce que c'est ce qui pourrait se passer hein, en cas de défaite de Trump dans la candidature républicaine. Eh ben, il pourrait dire, écoute, je fais 100 en fait, et je me présente comme indépendant ou comme avec un Trump party. Tu sais, ça pourrait remettre énormément de choses en cause parce que j'ai l'impression que Trump est encore très populaire auprès d'un certain électorat, particulièrement de droite, on va dire ça comme ça. Il plaît à un certain Ouais. un électorat, mais est-ce que c'est pas plutôt un boulet dans le pied des républicains? Enfin, tu vois, Mais exactement, cette projection-là fera en sorte qu'on serait toujours avec des gouvernements démocrates. Ah bah là, c'est clair. Ça serait Ça, c'est clair. scindé, Ça, exactement. c'est Donc clair. c'est sûr que ça se fera pas. À mon avis, c'est littéralement juste si Trump a le goût de faire ça, c'est qu'il veut couler les républicains. Ça m'étonnerait qu'il soit prêt à donner le pouvoir aux démocrates en Mais faisant cette stratégie-là. Ça reste à voir, on sait qu'il est on le, polarisant. on le sait pas, hein. On le sait pas Mais parce que Trump est ce qu'il est, hein. Il a gouverné comme ça. Il a gouverné en fait selon sa propre décision et le côté parti, parce que ça c'est vrai que c'est très institutionnel aux États-Unis. Vous le savez, les partis sont très importants. En fait, il y a autant de diversité dans le parti républicain qu'il y en a que dans le parti démocrate. T'as des gens qui sont en fait on va dire de droite, on va dire assez conservatrice. Ce qu'on pourrait comparer en fait par exemple dans le spectre français, parce que c'est plus facile là, mais par exemple aux Républicains, qui est un parti de centre-droit, droite, à des tendances, on va dire, un peu plus conservatrices, jusqu'à l'extrême droite, qui serait l'équivalent en fait du Front National, tu vois, pour nos auditeurs français, c'est un bon parallèle. Et côté en fait des démocrates, ça peut aller du côté des socialistes, même des communistes, jusqu'à en fait un électeur macroniste, etc. Donc c'est très divers en fait. Les différentes familles en fait politiques sont très variées. D'ailleurs, il y a des gens qui votent démocrates, par exemple pour le Sénat, parce qu'ils aiment bien leur sénateur, mais pour autant, ils voteront républicains pour le président. Ne pensez pas que l'électeur américain vote forcément démocrate ou républicain. Et non, il va regarder en toute chose et conscience. Il va y avoir énormément de nuances entre les différents partis
sur qui voter en fait. Et encore une fois, c'est très courant, par exemple, que quelqu'un va voter démocrate pour les élections présidentielles, mais par contre, pour le gouverneur, par exemple en Floride, eh ben, il va voter, par exemple, républicain. Et c'est très courant que ça arrive. Donc, c'est aussi t'as aussi des barons locaux, etc. Exemple, je pense que Ron DeSantis en est un, mais son collègue, par exemple, Ted Cruz au Texas, c'est un bon exemple. Marco Rubio aussi, je crois, qui a été réélu aussi, qui est pareil le sénateur de la Floride. C'est pareil, ce sont des barons locaux, donc à voir ce qui va se passer dans le futur, mais évidemment, j'ai très hâte de savoir et de suivre évidemment les prochains événements dans la politique américaine. Puis je pense que JP, on est prêt à rendre l'antenne. Qu'est-ce que t'en dis? Exactement. Donc, c'est ce qui va conclure l'épisode d'aujourd'hui. Donc, à nouveau, merci tout le monde pour votre écoute. Merci Gab pour ta participation et la confirmation effectivement des sujets qu'on allait faire aujourd'hui. Vous savez où nous retrouver. Donc, comme toujours, sur YouTube, qui est notre plateforme clé pour les commentaires et les discussions également. Si vous avez votre opinion à donner, les deux sujets d'aujourd'hui le permettent. Donc, n'hésitez pas à aller le mettre. Également, allez vous abonner à la chaîne et mettre la cloche si vous voulez avoir les notifications. YouTube est très bien pour ça. Il y a également l'adresse courriel, comme toujours, si vous voulez envoyer des commentaires, des suggestions de sujets, etc., mais d'une manière plus anonyme. Et également, pour la majorité d'entre vous, comme on le sait, il y a les fameuses plateformes de podcast, donc Apple Podcasts, Spotify, Overcast, etc. Donc, à les mettre, peu importe le système qu'il y a au niveau de l'abonnement, pour avoir les notifications, ou les ratings, ou les étoiles, ou les pouces, ou peu importe c'est quoi les systèmes qu'il y a sur les différentes plateformes. Ça aide énormément pour le référencement. Et d'ici à la semaine prochaine, je te souhaite, Gab, une très belle semaine. Merci, salut tout le monde.